Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va étudier un petit peu un livret d'instructions, le livret d'instructions de la phase qualificative pour le 18e championnat allemand de Sudoku, Deutsche Sudoku-Meisterschaft. La phase finale se déroulera à Hambourg le 30 avril 2022 et bien entendu, le public francophone n'est a priori pas concerné par cette phase finale, mais la qualification, qui sert principalement pour se qualifier pour cet événement, cette phase finale, est ouverte à tout le monde à titre amical et c'est toujours un grand plaisir pour moi de participer à ces choses-là et j'espère que vous y prendrez plaisir aussi. Il s'agit d'une épreuve de 2 heures avec un total de 1000 points répartis sur 15 grilles. Donc voici la liste et cette vidéo va consister principalement à étudier quelles sont les 11 variantes qui accompagnent les 4 grilles de Sudoku classique. On va déjà jeter un petit coup d'œil au nom des auteurs. L'équipe a été chapeautée par Philippe Blume, également connu sous le nom de Glam Hippo, mon ami Glam Hippo, et je sais qu'il regarde la chaîne, donc je le salue bien. Et parmi les auteurs, nous avons l'auteur indien Nityant Agarwal, qui a déjà fait ses preuves au Sudoku Mahabharat. Thomas Fink, je pense que c'est quelqu'un qui est connu sous un pseudonyme, mais je n'arrive pas trop à être sûr. Stefan Heine, qui est un des auteurs historiques en Allemagne. Richard Stolk, le néerlandais, qui est un auteur historique de tous les grands événements. Et Wilbert Svart, qui est aussi un auteur néerlandais. Et puis bien sûr Philippe Blume, mon ami Hippo, qui, je sais déjà que c'est lui qui a fait XY Differences Sudoku. Ok, donc d'abord 4 grilles de Sudoku classique pour un total de 154 points, ce qui fait 15% du total. C'est assez cohérent. Non, c'est pas cohérent avec ce qu'on voit en Grand Prix. En Grand Prix, c'est plutôt un quart des points. Là, c'est nettement moins. Et ensuite, nous avons des variantes assez diverses, dont certaines très chères. On peut voir que ça fait la part belle à l'arithmétique, puisque Arrow c'est l'arithmétique, Little Killer aussi, Treppen plus ou moins, Battenburg un tout petit peu, c'est des histoires de pair impair, Gamma Epsilon c'est de l'arithmétique, XY Differences c'en est aussi, et Killer Sudoku c'en est aussi, donc on a intérêt à ne pas être fâché avec les additions pour faire tout ceci. Arrow Sudoku, donc la règle, c'est que le chiffre qui est là, c'est la somme des chiffres qui sont là-dessus, le long de la flèche, et il n'est pas exclu que le long de la flèche, il y ait des chiffres qui se répètent si c'est autorisé par les autres règles du Sudoku. Par exemple, ici, on pourrait tout à fait avoir un 1, un 1, un 1 ici, et puis un 3 comme somme. Mais ça peut être aussi des chiffres différents. Bien entendu, ces deux chiffres-là doivent être différents, ces deux-là aussi. Et ce que ça signifie, c'est que le chiffre qui est là, c'est la somme de ces deux-ci, et c'est aussi la somme de ces deux-là. Alors, on va peut-être jeter un rapide coup d'œil. On voit que par le Sudoku classique, on peut placer un 6 ici. Ça, c'est forcément minimum 5, et en fait, c'est même minimum 7, même minimum 8. On voit avec le 1 et le 2 que ces deux chiffres valent au minimum 3 et 4. Donc minimum 7, mais le 7 est là, donc c'est minimum 8. Donc ça vaut 8 ou 9. On peut voir ça dès le début. Ici, dans cette colonne, on voit qu'il n'y a pas le 1 n'est pas disponible, donc c'est minimum 2 plus 3, mais 5 c'est pas possible, donc c'est minimum 6, ça n'est pas le 8, donc cette somme vaut 6, 7 ou 9. Et en fait, on peut voir que 6 n'est pas possible, parce qu'ici, il faudrait 1 plus 5, c'est pas possible, ou bien 2 plus 4, c'est pas possible non plus. Donc, c'est 7 ou 9. On peut se demander si 7 est possible. Eh bien, sans utiliser le 1 et 5, si on fait 7, ça veut dire 3 plus 4 ici. Et ici, sans utiliser 4, 5, 2, ça peut être 1 plus 6. Donc, c'est tout à fait envisageable que ça soit le 7. Et on peut se poser une question similaire pour le 9. Si j'essaye le 9 ici, ça ne sera pas 4 plus 5, ça ne sera pas 2 plus 7, ça ne sera pas 8 plus 1. Donc, ça sera 3 plus 6. Donc 3 plus 6, et à ce moment-là, est-ce qu'il reste une option? Ici, ça n'est pas 1 plus 8, oui, ça peut encore être 2 plus 7, donc plutôt dans ce sens-là. Donc le 7 et le 9 sont effectivement faisables tous les deux, a priori.
mais on peut creuser un petit peu plus et je ne vais pas aller plus loin dans le début de résolution ici. Quelque chose me dit que par contre ici le 8 n'est pas possible parce que dans cette colonne le 8 ça ne pourrait pas être 2 plus 6, ça ne pourrait pas être 1 plus 7, donc ça serait forcément 3 plus 5, mais sur cette ligne ça serait la même chose, ça serait forcément 3 plus 5, donc ça n'irait pas. On peut être sûr que c'est un 9. Et à ce moment-là, c'est pas 2 plus 7, c'est pas 6 plus 3. Donc c'est 1, 8 ou 4, 5. Et de l'autre côté, ça n'est ni 1 plus 8, ni 2 plus 7. Donc c'est 3, 6 ou 4, 5. Et donc on n'a pas la réponse définitive à ce stade. Mais on peut remarquer une chose, c'est qu'à cause de ces 5 qui sont là, on est sûr qu'il y a un 5 sur l'une des flèches. Donc il y aura 5 et 4 comme ceci, ou 5 et 4 comme ça. Mais ça semble un peu tôt pour décider ça de manière définitive. Ok, on va passer à la variante suivante, thermomètre ou thermosudoku la plupart du temps. Le principe, c'est que le long d'un thermomètre, les chiffres augmentent strictement. Dans un problème comme celui-ci, on va regarder principalement pour commencer les très longs thermos comme celui-ci. Il est de longueur 7, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Donc, un thermo maximal serait de longueur 9. Si on dit qu'il y a seulement 7 chiffres, ça veut dire qu'il y a 2 degrés de liberté. Mais comme celui de la fin n'est pas un 9, il n'y a plus qu'un degré de liberté. C'est-à-dire que dans l'hypothèse minimale, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sauf qu'on peut remarquer déjà que le 5 n'est pas possible ici. Donc ça serait 6, 7, 8. Et 8, c'est l'hypothèse maximale et l'hypothèse minimale ici. Donc on est sûr d'avoir un 8, un 7, un 6. Et ici, un 2. Eh bien ça ne peut pas être un 5 non plus. Donc l'hypothèse maximale devient 4 et c'est aussi l'hypothèse minimale. Donc on voit que ce thermo est remplissable complètement dès le début. C'est assez caricatural, un thermo à 101 points. Il ne faut pas s'imaginer que ça va débuter comme ça. Ou peut-être que si, mais ça veut dire qu'il y aura beaucoup de difficultés dans le reste de la résolution. Et si on regarde celui-ci, donc il y a 1, 2, 3, 4, mais le 4 n'est pas disponible. Donc 5, 6, 7, 8. Il reste 2 degrés de liberté ici. Ça serait 8 ou 9, 7 ou 8, 6 ou 7, 5 ou 6. Et à ce moment-là, celui-ci peut valoir 3 ou 5. Ensuite, donc 1, 2, 3. Le 3 n'est pas disponible, le 4 non plus. Donc ça, c'est forcément un 2, ça, c'est forcément un 1. Et on voit qu'on a finalement assez peu d'options. Après ça, on peut regarder ce qui se passe ici. Avec 5 chiffres, c'est quand même moins restreint. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir que par Sudoku, on récupère un 3 ici. Et tout de suite, c'est beaucoup plus restreint. 4, 5, lui n'est pas disponible pour le 6, le 7 non plus, donc le minimum c'est un 8. Donc on a 8 et 9. 4, 5 ici, ça pourrait... Ah non, ça ne peut pas être un 7, donc c'est forcément 4 et 5. Ce qui donne le 3 ici. Et on voit que le début est quand même déjà bien balisé. Ce 9 place un 9 ici. Et on doit pouvoir déterminer que ce chiffre, c'est un 2. Voilà, je ne vais évidemment pas le terminer. Mais c'est un problème qui ensuite doit filer assez calmement. Little Killer, encore de l'arithmétique. Le principe, c'est que chaque nombre qui est accompagné d'une flèche, c'est la somme des chiffres dans la direction de la flèche. Évidemment, quand il y a un seul chiffre, c'est vite vu. Et puis après, quand il y a 2 chiffres, il y a des cas où on a vraiment très peu de possibilités. Par exemple, ce 17, c'est forcément 8 plus 9. Le 16, c'est forcément 7 plus 9. Et il y a des décompositions à connaître. Par contre, pour le 11, il y a nettement plus de possibilités. Et pour le 12 aussi. Bon, notez que le 12, ça ne sera pas 4 plus 8. Donc, il n'y a pas tant de possibilités que ça. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que ce 24, il y a une seule possibilité. C'est forcément 7, 8, 9. Ce 23, il y a seulement une possibilité, c'est 6, 8, 9. Et si on regarde ça, il n'y a plus que ce choix ici et celui-ci à cet endroit. En utilisant
7, 8, 9 comme ceci. 6, 8, 9 là. Et après, il faut voir, là-dedans, il reste 1, 2 et 3. Là-dedans, il reste 2, 3 et 4. Il faut voir ce que ça donne avec ça. Et dans la direction d'une flèche, il peut y avoir des chiffres qui se répètent si c'est autorisé par les règles du Sudoku. C'est-à-dire que ces deux-là sont forcément différents, mais celui-ci peut être égal à celui-là, par exemple. C'est permis par les règles. Bon, ça c'est un début qui a l'air quand même vraiment simple. Tiens, là on peut voir que c'est forcément 5, 6, 7. Avec les chiffres restants, c'est la seule manière de faire. Ici, ça doit être 5, 6 et 8, oui, c'est ça. Donc le début, ça se passe vraiment bien. Il faut imaginer que la suite doit être un petit peu plus compliquée. Et à 112 points, ça peut être sensiblement plus compliqué. L'avantage, c'est que des Little Killers, on en trouve beaucoup en ligne, dans les anciens concours, y compris des Little Killers assez chers. Et vous en trouverez traités sur la chaîne si vous cherchez un petit peu. Anti-Knight, également connu comme une de mes bêtes noires. Le principe d'Anti-Knight, c'est qu'on regarde le déplacement du cavalier aux échecs, qui est un déplacement comme ceci. Et le principe, donc depuis cette case, on peut atteindre celle-ci, celle-là, 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 par ce déplacement du cavalier. Et le principe, c'est que deux cases qui se voient par un déplacement de cavalier doivent contenir des chiffres différents. Donc bon, il se trouve que pour la plupart des cases en question, on sait déjà dès le début que ce n'est pas un 7, mais celle-ci, ce n'était pas dit au début, celle-ci ne peut pas contenir un 7, ce qui fait que ça met une petite limitation sur les cases possibles pour le 7 dans ce bloc. 40 points, donc ça semble être assez facile, mais je sais par expérience que c'est toujours bien plus difficile que les scores annoncés ne le laissent présager. Alors, est-ce que je peux quand même montrer un petit peu comment je débuterai la résolution? Eh bien oui, quand on voit les deux ici, le 2 de ce bloc est dans une de ces deux cases. Ah bah oui, j'allais dire ce 2 empêche d'en mettre un ici, mais il y a ce 2 aussi. Donc juste par le Sudoku standard, on peut placer un 2 ici. Mais si on regarde maintenant dans ce bloc, ce 2 et ce 2 restreignent à ces deux cases-là, et ce 2 empêche d'en mettre un là, qui permet de se limiter à ça. Maintenant, juste par le Sudoku, on place un 2 ici, un 2 là, et un là. Bon, on a très peu utilisé Anti-Knight à ce stade. Si je regarde les 9 qui sont là, le 9 n'est pas là, donc j'ai un 9 ici. Plus intéressant, le 9 qui est là interdit ces positions, mais aussi ces deux-là par le mouvement de cavalier. Et le 9 qui est ici interdit cette case, donc il ne reste plus que celle-ci. Ça, c'était déjà un peu plus intéressant. Là-haut, alors déjà, pardon, il y a un 9 ici par Sudoku. Les 9 interdisent ces cases-là, ce 9 interdit cette case-là, et on peut placer un 9 ici. Bon, j'en récupère un ici par Sudoku et un autre là. Donc on voit que le début est vraiment très simple sur cette grille. Et je ne sais pas si ça continue comme ça, mais on va passer à autre chose. Button Box Sudoku, c'est une variante qu'on ne voit pas si souvent et que j'aime beaucoup. À chaque fois qu'on voit un damier, ça signifie que sur une des deux diagonales, on a deux chiffres de même parité, et pareil sur l'autre diagonale et l'autre parité. C'est-à-dire on a deux paires sur cette diagonale et deux impairs sur celle-là, ou l'inverse, deux impairs ici et deux paires là. Et, très important, les motifs en damier comme ceci sont donnés, et ils sont tous donnés. C'est-à-dire qu'ailleurs dans la grille, quand on n'a pas de damier ici, ça signifie que les quatre chiffres ne peuvent pas vérifier cette propriété. Donc, par exemple, si on regarde ici, on sait que ces deux chiffres sont de parité opposée à cause de ce Battenburg. Ici aussi, ils sont de parité opposée. Mais comme il n'y a pas le symbole à cet endroit, on sait que forcément, ça va être un impair ici et un pair là. Parce que si j'avais mis un pair ici et un impair là, ça aurait nécessité de mettre un symbole de damier à cet endroit.
Ce qui permet parfois... Donc, vous voyez, la règle négative, la version négative de cette règle est très importante. Et puis ici, donc, on peut propager en mettant un chiffre pair ici et un chiffre impair là. Alors, par ailleurs, plus tard, on peut voir que ce chiffre pair, c'est forcément un 8. On peut le voir dès le début. On peut voir que dans ce bloc, on a déjà tous les chiffres pairs qui sont présents. Donc, ces trois-là sont des chiffres impairs. Et en utilisant le damier qui est là, on peut placer ces parités à cet endroit. Une autre chose qu'on peut remarquer, une autre technique qui me semble intéressante, c'est que quand on regarde une colonne comme ceci qui est presque remplie par les Battenburg, eh bien on sait que là-dedans il y a un pair et un impair, même chose ici, même chose ici, même chose là. Donc si on prend les 8 cases qui sont là, on a 4 chiffres pairs et 4 chiffres impairs. Or, dans une colonne, on a 5 chiffres impairs. Donc ça, ici c'est un chiffre impair. Et même chose à côté. Et même chose dans ces deux colonnes-là, on peut voir dès le début qu'on a deux chiffres impairs ici. Par ailleurs, on peut faire un dénombrement du même type ici. Là, j'ai un pair, un impair, ici aussi et ici aussi. Donc au final, il reste un chiffre impair ici. De même, sur cette ligne, là, j'ai un pair, un impair. Ici, même chose, plus deux pairs, plus deux impairs. Il reste donc un impair à cet endroit. Et si on regarde bien, là et là, c'est la même chose. On peut aussi caser des chiffres impairs à cet endroit. Et je regarde si ça donne d'autres renseignements dans l'immédiat, je n'ai pas l'impression. Et voilà déjà un début qui me paraît bien sympathique. Je regarde si je vois autre chose dans l'immédiat, rien qui me saute aux yeux, mais ça peut déjà donner des idées sur la manière de débuter. Ok. Trepan Sudoku, qui est également connu sous le nom de Sequence Sudoku. Encore un petit peu d'arithmétique. À chaque fois qu'on a une ligne grise comme ceci, eh bien, on a dessus ce qu'on appelle une suite géométrique, c'est-à-dire une progression où on augmente du même incrément à chaque fois. Je vous donne des exemples de suites géométriques. 1, 2, 3, 4. On augmente de 1 à chaque fois. De même, 3, 4, 5, 6, des chiffres consécutifs. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est progresser de 2 en 2. Par exemple, 2, 4, 6. Ou 1, 3, 5, 7, 9. Notez que quand je dis qu'on progresse, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, ici, ça pourrait être 2, 4, 6, 8. Mais ça pourrait être aussi 2, 3, 4, 5. Ça ne dit pas dans quel sens on va. On pourrait aussi imaginer comme suite arithmétique 1, 5, 9, lorsque l'écart vaut 4. Pour un écart de 3, on aurait 1, 4, 7. On peut avoir 2, 5, 8 ou 3, 6, 9. Ça, c'est le seul écart de 4. Ça, ce sont les seuls écarts de 3 et les écarts de 2, ça va être entre chiffres pairs ou chiffres impairs, puis sinon, ça peut être consécutif. Et il ne faut pas négliger un écart de 0. On pourrait imaginer dans un problème avoir une ligne comme ceci, dans laquelle on pourrait tout à fait envisager que ces trois chiffres soient les mêmes. Ça ne veut pas dire que forcément les trois chiffres sont les mêmes, je dis juste que c'est une possibilité qu'il faut envisager quand ça chevauche de cette manière. Ça ne sera pas le cas ici parce que ces deux-là sont forcément différents. Alors comment est-ce qu'on pourrait attaquer un problème comme celui-ci ? Le 4 est suspect, puisque quelque chose de longueur 4, soit les chiffres sont consécutifs, soit on se déplace de 2 en 2. Si c'est de 2 en 2, ça veut dire qu'on a le scénario 2, 4, 6, 8. Et si c'est de 1 en 1, là il y a plusieurs possibilités, ça pourrait être 3, 4, 5, 7. Ou ça peut être dans l'autre sens, 2, 3, 4, 5. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de possibilités. C'est loin d'être réglé à cet endroit-là. Si je regarde ce 5, de même, il y a plusieurs possibilités. Ça pourrait se déplacer de 1 en 1, mais sauf qu'on peut voir que ce n'est pas le cas. Ça empêche d'être un 4, ça empêche d'être un 6. Donc, on se déplace au moins de 2 en 2, mais de 3 en 3, ce n'est pas possible. Ça ferait 5, 8, 11 ou 5, 2, moins 1. Donc, c'est forcément de 2 en 2. Donc, les deux possibilités, c'est d'avoir d'une part 3 et 1, d'autre part d'avoir 7 et 9. Donc, ça, c'est plus restreint. Ici, il y a 5 chiffres.
Donc une des possibilités, c'est 1, 3, 5, 7, 9, sauf qu'en fait, ça n'en est pas une, parce que ça ferait 1, 3, 5, ou bien 1, 3, 5, et on voit que le 5 interdit que ce soit le cas. Donc ça, ce sont 5 chiffres consécutifs. Et ce qui est intéressant à remarquer quand on a 5 chiffres consécutifs, c'est que ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, ou bien 2, 3, 4, 5, 6, etc. Bon, je vais les écrire tous, qu'on se rende bien compte. Et quand on a 5 chiffres consécutifs, il y a forcément au moins un 5 dedans. Donc il y a forcément au moins un 5 dans ces chiffres, et ça nous interdit de placer un 5 dans cette case. Donc ça élimine déjà un des scénarios qui était envisagé pour cette suite-là. Le fait qu'il y a un 5 quelque part, et il n'est pas au milieu, donc on peut éliminer celle-ci. On peut aussi éliminer celle avec 1 et 2 ici, on peut éliminer celle avec 1 et 2. En fait, on peut éliminer celles qui contiennent un 2. Il nous reste celle-là, et on voit à cause de ce 4 qu'on ne peut pas avoir non plus de 4 dessus. Donc c'est forcément celle-ci, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça peut être... il y aura toujours un 7 ici, et ou bien 5, 6, 7, 8, 9 dans cet ordre-là, ou bien dans cet ordre-là, comme ceci. Deux scénarios. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ici on a un 8 ou un 6, donc le scénario où il y avait 8, 6, 4 ici est impossible, puisque si on met 8, 6, 4, il n'y a plus de possibilité pour cette case. Donc ça nous donne que celui-ci c'est 5, 6, 7, 3, et en bas ça nous donne que c'est un 7 et un 9. Et je vais arrêter là pour le moment, mais voilà un début de résolution de ce problème. Et je trouve ça déjà assez joli, la logique que ça demande de déployer. Gamma Epsilon Sudoku, à ma connaissance, ça a été inventé par l'auteur américain Tirganos. Alors peut-être que c'est lui, Thomas Fink, j'en sais rien du tout. 46 points, donc ça devrait être pas très difficile. Et le principe est assez simple. Quand on a un 5 dans un rond blanc, ça signifie que l'écart entre les deux chiffres vaut 5. Quand il y a un 3 sur fond noir, ça signifie qu'il y a un des chiffres qui est le triple de l'autre. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Quand il n'y a rien, ça ne dit rien du tout. Il se pourrait très bien qu'ailleurs dans la grille, il y ait des quotients égaux à 5 et des différences égales à... des quotients égaux à 3 et des différences égales à 5. Ce problème est assez facile à entamer parce qu'on a des successions de 3 comme ceci. Et la seule possibilité, quand il y a une succession de 3, c'est qu'on fait 1, 3 et 9. Et avec ce 1, on peut placer dès le début 1, 3 et 9 dans cet ordre. Dans cette colonne, il nous reste à placer des autres quotients 3, c'est 3, 9 et 2, 6. Donc ici, ça ne peut être ni 3 ni 9. Donc on va avoir le quotient 2 et 6. Et on va avoir 3 et 9 comme ça. Alors moi, j'aime bien les noter comme ceci pour évaluer deux scénarios. À cause de ce 5, on va avoir ici un 8 ou un 4. Et puis, donc même chose ici, 1, 3, 9, ce qui veut dire que ça va être 2 ou 6. Mais le 6 ici placerait un 1 là. Donc ça va être 2, 6 comme ceci, un 1 là. Il nous reste à placer là-dedans 4, 9 ou 3, 8. Et il faut voir. Ça ne me semble pas réglé. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un 1 ici, mais c'est un 7. N'importe quoi. Ici, on a un 3 et 9. Donc ça va être 2 et 6. Et à cause de ce 2, c'est le 6 ici. Ici, le 1, 3, 9 est dans cet ordre, puisque sinon, ça clasherait avec ce 9. Bref, ce problème a l'air assez facile. Et je ne vais pas passer plus de temps. 46 points, ça pourrait être rentable. C'est une des grilles les moins chères de tout le lot. Mais si ça se fait assez vite, ça peut être bien quand il reste peu de temps à la fin des 2 heures. No-touch Sudoku, c'est le cousin du anti-knight. On l'appelle parfois aussi anti-king. Le principe, c'est que deux cases qui se touchent diagonalement doivent contenir des chiffres différents. C'est un petit peu plus simple à scanner que le anti-knight, mais ça peut quand même être assez perturbant. Est-ce que je peux voir un exemple où ça donne quelque chose d'intéressant? Je cherche un endroit où on pourrait appliquer ça.
Par exemple, si on regarde la position du 9 là-dedans, on sait qu'il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là non plus. Donc le 9 va être dans une de ces deux cases. Voici le genre de déduction qu'on peut faire. Une autre manière de comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un carré de 2 sur 2, les 4 chiffres doivent être différents. Et c'est intéressant surtout quand on est à cheval sur une frontière, puisque à l'intérieur d'un bloc, de toute façon, les chiffres doivent être différents. Donc, dans ce problème, j'appliquerai le sudoku standard pour placer un 1 ici au début. Ici, j'ai ni 4 ni 8, donc ça ne peut être que 5 ou 9. Par le sudoku, je peux placer un 1 ici. Est-ce que j'ai autre chose d'intéressant ? 1 et 1. Donc le 1 interdit cette position. Et si on regarde bien dans ce bloc, il n'y a plus que cette position pour le 1. Ce qui place un 1 ici. Et je crois qu'on les a tous. Bon, voilà. Ce problème n'a pas l'air super palpitant. Mais ça peut donner parfois des choses intéressantes. Sudoku diagonale, là aussi pas très cher et souvent sous-payé. Le principe, c'est que chacune des deux diagonales contient exactement une fois tous les chiffres de 1 à 9. Ça fait 2 régions supplémentaires. Sur un problème comme celui-ci, qu'est-ce qu'on doit regarder ? Je pense qu'il faut regarder les incidences ici pour voir quelles sont les limitations sur les chiffres à placer là. Il faut regarder aussi les incidences comme ceci. Est-ce que ça donne des restrictions ? Par exemple, ce chiffre n'a que 3 candidats possibles, qui sont 3, 7 et 8. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas écrire. Ici, j'ai encore 4 possibilités qui sont 1, 3, 6, 7, donc ce n'est pas très intéressant. Ouais, il reste beaucoup de possibilités. Il vaut mieux voir sur ces positions-là. Par exemple, ici, j'ai encore le 2 et le 5 seulement. Ici, 1, 2, il me reste 3, 4, 5, 7, ça fait quand même beaucoup. On va regarder d'autres endroits. Ici, pareil, 3, 4, 5, 7. Ah, non, tout simplement, si on regarde les chiffres, là, 9 et 1, ils sont très restreints. On a forcément le 9 en plein milieu. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous dit que dans les blocs qui sont dans les coins, le 9 n'est pas sur la diagonale. Donc ça va largement restreindre. Le 9 va être ici ou là. Et on a quelques restrictions aussi à 3 positions dans ce bloc. Le 1 aussi est très restreint. Le 1 ne peut plus être que là. Ce qui veut dire que sur les diagonales, eh bien, il sera quelque part par là ou quelque part par là. Si on regarde le 2, maintenant il est forcément ici. Le 6 est là. Donc, oui. Donc en fait, c'est fait pour qu'on puisse remplir le bloc central dès le début. 8, 5 et 3 ne sont pas là-dedans. Ça veut dire qu'il reste 4 et 7. Il reste à placer 8, 5 et 3. Le 8 ne peut être que là. Et 3 et 5, ça semble encore indécis. Bon. Et il va y avoir encore des restrictions. En bas, il s'agit de placer 3, 4 et 5. Grâce à ça, on peut placer un 5 ici. 3 et 4 là-dedans. Tout au-dessus, on doit placer 5, 6 et 7. Là, il y a le 6, le 7, le 5 ici. Donc 6 ici, 5 et 7 dans ces positions. Et il y a probablement des choses similaires ici. On doit mettre 1, 2 et 7. 1 et 7 ici. Oui, on a des restrictions. 2, 1 et 7 comme ceci. Et en face, ça ne peut plus être qu'un 3 ici, un 2 là, un 3 là. Et je ne vais pas aller plus loin. Je pense que de la logique assez simple permet de s'en sortir ici. Et ça n'a pas l'air d'être la mort à 42 points. Donc là aussi, ça peut être intéressant si on n'a plus beaucoup de temps et qu'on veut essayer de grappiller quelques points. XY differences, formule inventée par mon ami Graham Hippo, le grand organisateur. Le principe, c'est que quand on a un symbole comme ceci qui relie 2 cases verticalement, ça signifie que l'écart ici est égal au chiffre qui est tout en haut de la colonne. Donc pareil, la différence entre ces deux chiffres, c'est le chiffre qui est là-haut.
Et ça marche aussi sur les lignes. La différence entre ces deux chiffres, c'est le chiffre qui est là. La différence entre ces deux chiffres, c'est le chiffre qui est là. Et inversement, l'absence d'un symbole indique que ce n'est pas le cas. La différence entre ces deux chiffres ne vaut pas ce chiffre ici. Par exemple, ce chiffre n'est pas un 3. Pardon, bien sûr que ce n'est pas un 3, mais ça n'est pas un 6, puisque si c'était un 6, la différence entre ces deux chiffres serait égale à 3, et il faudrait un symbole ici, 3 étant ce chiffre. Donc ça, c'est une variante assez difficile. Elle était déjà présente dans le championnat allemand de l'an dernier, avec un problème qui devait rapporter quelque chose comme 140 points. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai fait quelques vidéos sur XY Differences l'an dernier pour me préparer à cet événement. Ce qu'on peut étudier en général, c'est à quel endroit on a une chance d'avoir un 9 sur la première colonne et sur la première ligne. Parce que, eh bien, forcément, si on a un 9 en haut, ça ne peut jamais être la différence entre deux chiffres. Donc, par exemple, un 9 est envisageable ici, puisque jamais on a de symbole dans cette colonne, mais on peut remarquer que c'est envisageable aussi dans cette colonne, d'avoir un 9, évidemment pas là par le sudoku. Et si on regarde le long des lignes, on peut voir qu'on a cette ligne qui ne contient pas de symbole, donc le 9 pourrait être ici. On a cette ligne qui ne contient pas de symbole, donc le 9 pourrait être ici. Auquel cas, l'écart entre 9 et ça serait le chiffre qui est ici. On peut voir aussi que dans cette colonne, il y a une différence qu'on trouve plusieurs fois, où dans cette colonne, par exemple, on a deux alignements comme ceci, donc le chiffre qui est là, c'est forcément un petit chiffre. Ça ne pourrait pas être 4, parce que 4, ça ne peut être que 1, 5, 9, une succession de 3 chiffres. Ça ne peut pas être 3 parce qu'il y en a déjà un. Donc ça, dès le début, c'est un 1 ou un 2. Bon, et si jamais on met un 9 ici, ça veut dire qu'il y a un 7 ou 8 ici. Mais quelque chose me dit que 7 ou 8 sont impossibles ici. Alors pourquoi ? Si j'essaye de mettre un 8, ça veut dire que ces deux chiffres ont un écart de 8, donc c'est 1 et 9, et là aussi c'est 1 et 9, impossible. Si j'essaye de mettre un 7 ici, eh bien, ça veut dire qu'il y a une paire qui vaut 1, 8 et l'autre qui vaut 2 et 9. Mais ça veut dire qu'il faudrait un 9 parmi ces chiffres. Non, le 9 est interdit ici à cause de ce 9. Le 9 est interdit ici parce qu'ici on ne peut pas avoir un écart de 9. Et même chose, on ne peut pas avoir de 9 là-dedans parce qu'il faudrait des écarts de 9 entre deux chiffres. Donc ça élimine le 7. Et ça nous dit que le 9 ne peut pas être dans cette case. Et dans cette colonne, la seule place où on peut mettre le 9, c'est ici. Voilà un raisonnement assez difficile pour démarrer. Mais j'aime bien. J'aime bien quand même. Donc si on se déplace de 2 en 2, ça veut dire qu'il y a un endroit où il va y avoir 3 chiffres pairs, forcément 4, 6, 8, et l'autre endroit, 3 chiffres impairs, auquel cas ça va être 1, 3, 5, 3, 5, 7 ou 5, 7, 9, et forcément le 5 sera ici, puisqu'il ne peut pas être là. Si c'est là-dedans qu'il y a 3 chiffres impairs, mais ça pourrait être 3 chiffres impairs ici, et puis 2, 4, 8 ici, puis ça pourrait être 3 chiffres consécutifs ici, 3 autres là. Il y a des tas de possibilités. Donc il y a pas mal de choses à étudier et je vais m'arrêter là sur ce problème particulier. Si ça se trouve, je l'ai déjà résolu dans une vidéo. Et on va terminer avec Killer Sudoku, qui est la grille la plus chère de l'épreuve. On voit que Little Killer et Killer sont les grilles les plus chères, les deux variantes un petit peu similaires, mais pas tant que ça. La variante Killer, on a des cages dans la grille. Et dans chaque cage, on nous donne la somme des chiffres et on nous dit que les chiffres doivent être tous différents. Alors évidemment, quand c'est des dominos, c'est sûr que les chiffres sont tous différents. Mais si vous avez une cage qui déborde sur plusieurs blocs, eh bien, ça vous donne des renseignements. Si on a une cage, par exemple, avec ces 5 cases, on pourra dire que celle-ci est différente de celle-là, celle-ci est différente de celle-là, ces deux chiffres sont différents, et ainsi de suite. Et donc, un problème comme celui-ci doit être très facile à démarrer, parce que le 3, c'est forcément 1 ou 2. Et après le 7, ça ne peut plus être que 3 plus 4. Par ailleurs, dans un bloc 3-3, la somme des chiffres vaut 45. Si on regarde ces 8 cases, on arrive à 27, 30, 37. Donc ça, c'est forcément un 8. On complète avec un 4. Donc en bas, le 6, ça ne peut plus être qu'un plus 5.
À côté, le 14, ça ne peut plus être que 6 plus 8. Les chiffres qui sont là permettent de lever les ambiguïtés qui sont ici. Ce 13, ça ne peut plus être 5 plus 8, ça ne peut plus être 4 plus 9, donc c'est 6 plus 7. Et grâce à ça, on sait que c'est 7 ici, 6 là. On a 5 et 9 ici. Ce 17, c'est 8 plus 9. Avec les chiffres qui sont là, c'est forcément 9 ici, 8 là. Là-dedans, il reste à placer 6, 7, 9. Le seul moyen de faire 13, c'est 6 plus 7. J'ai donc 9 ici, 2 là. 3 et 5 ici. 1 et 2 là. On peut remarquer quels sont les impacts. Donc ça fait 5, 6 ici. Quels sont les impacts là-dessus? On peut voir que la somme fait 9. Je ne sais pas si c'est très utile. Bref, ça va très vite d'avancer dans ce problème-là. Ici 3 et 4. Ici un 7. Ici la somme doit faire 11. 11 plus 9, 20, plus 16, 36. Donc c'est un 9 ici. Et ainsi de suite. Tiens, on pourrait regarder la dernière ligne. Là-dedans, on a 32. Donc ça doit faire 13. Et ici, c'est 3 et 4. Donc il reste à voir comment on peut faire 13 avec 3 chiffres là-dedans. On peut voir que 8, 4, 1, ça doit être la seule possibilité. Ce qu'on peut voir, c'est que ça c'est pair, ça c'est impair, donc ça plus ça c'est impair. Donc pour arriver à 13, ça doit être un chiffre pair, donc c'est forcément 4. La somme des deux autres doit faire 9, donc c'est forcément 8 et 1. Voilà, 7 ici. Ici, il faut faire 11 sans utiliser 7 ou 9. Je vais m'arrêter là, mais parce que cette vidéo est déjà bien longue. En tout cas, ça promet d'être un grand moment. J'espère que je ferai moins d'erreurs que l'an dernier, où j'avais planté les grilles les unes après les autres, que ça était désespérant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.